Les étudiants sont les premiers touchés par la crise de l'immobilier qui sévit en France. Pour les aider, nous avons fait le tour des solutions, colocation, logement chez des personnes âgées. On en parle avec nos invités. Xavier Chaby-Bertrand, vous êtes adjoint de la sous-directrice de la vie étudiante au Crous. Bonjour. Bonjour. William Vieillard, le bien nommé, directeur d'Imojeune. Bonjour. Bonjour. Alina Sarbaji, étudiante, et vous vivez chez une personne âgée, on en parlera. Et Jeanne Patureau, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors Jeanne, pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de trouver un logement étudiant ? C'est vrai qu'il y a une vraie pénurie de logements étudiants en France et qu'elle s'est particulièrement aggravée en 2023. À la rentrée en septembre dernier, il manquait 250 000 logements pour environ 3 millions d'étudiants. Donc ça s'explique de plusieurs façons. La première explication, c'est qu'il y a une forte hausse du nombre d'étudiants en France. Entre 2016 et 2021, le ministère recense une hausse de 300 000 étudiants. Et ça, c'est lié au fait qu'on obtient beaucoup plus facilement le bac et donc on accède beaucoup plus facilement aux études supérieures. Et donc forcément, tous ces nouveaux étudiants viennent saturer les 175 000 logements qui sont mis à disposition par le Crous. Et puis s'ajoute à ça aussi une vraie crise de l'immobilier, vous en parliez au début de l'émission, avec la flambée du taux d'emprunt. Les jeunes actifs qui obtiennent un CDI, alors qu'avant ils avaient tendance à acheter directement, eh bien, ils vont conserver leur logement étudiant. Et donc ce sont des logements qui ne sont plus accessibles aux étudiants qui arrivent en première ou en deuxième année. Au Figaro étudiant, on avait interrogé le site de location PAP en septembre dernier, en plein cœur de la crise. Et il nous avait expliqué qu'il y avait en effet une baisse de 17% de l'offre de logement et une hausse de 20% de la demande. Donc l'écart se creuse. Est-ce que le gouvernement a prévu des aides pour ces étudiants ? Alors oui, nous avions interrogé également en septembre Sylvie Retailleau, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, à ce sujet. Elle avait été plutôt sur la réserve. Elle nous avait expliqué qu'il n'y avait pas vraiment de baguette magique dans ce type de crise, qu'on ne pouvait pas créer tout à coup beaucoup de logements. Et puis en décembre dernier, elle a avancé quelques pistes pour développer des résidences étudiantes. Alors elle a promis que d'ici la fin du quinquennat, donc en 2027, il y aurait 35 000 nouveaux logements qui seraient construits pour les étudiants. Pour y parvenir, eh bien, on va mobiliser le terrain public, l'immobilier public. Le ministère souhaite aussi solliciter directement les communes pour voir un petit peu leur disponibilité. Et puis également faciliter la transformation de bureaux en logements étudiants, ce qui se fait plutôt facilement. Xavier Chaby-Bertrand, quel est le rôle du Crous pour aider les jeunes à trouver un logement étudiant ? Alors en fait, les Crous sont là pour accompagner les étudiants à la fois boursiers, mais aussi tous les étudiants de l'enseignement supérieur, à fournir un logement pour tous ces étudiants. Donc on propose chaque année une procédure d'affectation de logement qui a lieu à partir du mois de mai jusqu'au mois de juin. Et dans cette affectation, vous l'avez dit, il y a 175 000 logements qui sont mis à disposition. Alors moins les étudiants qui sont en renouvellement de logement, puisque certains étudiants renouvellent leur logement chaque année. Et donc on a à disposition un parc de logements pour l'ensemble des étudiants. Et ces logements ne sont pas réservés aux boursiers ? Alors, la première phase d'attribution des logements, elle est réservée aux étudiants boursiers en priorité. Donc, on a cette phase qui va se dérouler pendant tout le mois de juin. Donc, les étudiants vont pouvoir déposer leur demande de logement à compter du mois de mai. Et chaque mardi du mois de juin, il va y avoir différents tours d'affectation de logements. Et cette phase-là est réservée aux boursiers. Après, à compter du mois de juillet, les étudiants internationaux et les étudiants qui ne sont pas boursiers pourront ensuite déposer une demande de logement. William Vieillard, vous êtes directeur d'Imojeune, c'est un site internet, une application. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes qui cherchent aujourd'hui un logement ? C'est vrai qu'Internet a sérieusement facilité l'accès au logement. À remplacer les agences immobilières, effectivement. Alors nous, on est une plateforme nationale qui met en relation donc, les bailleurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, avec les étudiants et les jeunes actifs. Donc on est vraiment sur cette cible-là. Et on référence tout type d'annonces. Ça peut être des résidences étudiantes privées, sociales, des annonces venant d'agences immobilières, de bailleurs particuliers, des colocations, des co-living. Donc vraiment toutes les structures qui proposent des biens qui ciblent les étudiants et les jeunes actifs. Donc on est visible sur tout. Il y a un gros problème pour le logement étudiant, c'est les arnaques.
Comment vous faites justement pour éviter Alors, les escroqueries? les arnaques viennent généralement des bailleurs particuliers, puisqu'ils déposent leurs annonces généralement sur des sites gratuitement. Donc les annonces des professionnels, forcément, c'est vérifié. Donc là, il n'y a pas d'arnaque. Pour nous, on a une solution de modération pour tous ceux qui déposent leurs annonces gratuitement sur Imogen, où on a différents systèmes, des algorithmes qui nous permettent de vérifier si les photos ne sont pas récupérées sur Internet, si le prix correspond au prix du marché, si la superficie est en corrélation avec le prix, etc. Donc on a plusieurs facteurs pour déjà avoir des éléments de réponse sur d'éventuelles arnaques. Et si on a un doute, on n'hésite pas à prendre contact avec la personne qui dépose l'annonce pour pousser la vérification. Donc généralement, on demande plus des actes authentiques qu'ils ont pu obtenir chez le notaire, etc., pour vérifier l'annonce en amont. Là, aujourd'hui, vous avez des offres, vous en avez combien? On en a à peu près 100 000 au moment où, 100 000 au moment où on se parle. Sur l'année, c'est lissé à peu près à 300 000 annonces en ligne sur toute la France. Et c'est gratuit pour les étudiants? Voilà, le principe est simple, c'est gratuit. On va donc orienter les utilisateurs sur notre site pour une création de compte et on va les accompagner de manière pédagogique vers une complétion de dossier en respectant des étapes très simples pour qu'ils puissent d'un coup d'un seul télécharger leur pièce justificative, rendre leur dossier complet et solvable et ensuite ils peuvent candidater sur les offres de leur choix. Donc forcément, il faut bien calculer son budget en amont. La localité, donc la localisation où on veut étudier, donc c'est généralement une nouvelle ville pour ceux qui veulent. Et beaucoup Paris. Voilà, beaucoup Paris, et donc ensuite ils peuvent candidater et leur dossier est transmis de manière digitale au bailleur qui est derrière l'annonce. Alors il y a une solution, Alina, c'est de vivre chez une personne âgée, chez une vieille dame. Alors, vous allez nous raconter un peu votre quotidien, mais avant, je vais donner la parole à Jeanne, qui va nous expliquer un petit peu le concept. Oui, ça s'appelle une colocation intergénérationnelle, arrêtez-moi si je me trompe. Et concrètement, ça permet à un senior de louer une chambre à un jeune pour un loyer modéré, et c'est important, ce loyer peut être éligible aux APL. Donc c'est un point à souligner. L'idée, c'est pas du tout de faire du jeune une aide ménagère ou une aide à domicile, mais bien d'accompagner dans le quotidien. Alors pour différentes tâches, ça peut être mettre la table, aider à fermer les volets, parfois accompagner au musée, aider à la lecture. Comment intégrer ces colocations? Alors, il est conseillé de se rapprocher d'une association qui va s'occuper de mettre en lien le jeune avec la personne qui peut accueillir, donc notamment Ensemble de Générations. Il y a plusieurs associations disponibles à Paris. Passer par une association, ça a beaucoup d'avantages. D'abord, ça permet d'être sûr de ne pas se faire arnaquer. Ensuite, ça permet de mettre en lien deux personnes qui vont avoir un rythme qui va pouvoir correspondre, ne pas se déranger mutuellement. Et puis les associations viennent aussi fréquemment rendre visite au sein de l'appartement ou du logement pour s'assurer que tout fonctionne bien. Alina, comment ça s'est passé pour vous Eh bien, du coup, ma maman donc, travaille dans une maison de retraite et en fait, elle m'avait parlé donc, de cette association. Donc j'ai pris contact avec eux et je cherchais un logement parce que j'étais en transition professionnelle. En fait, moi, j'étais ingénieure de base et je voulais me reconvertir et donc de faire de ma passion mon métier, donc le chant lyrique. Et, on voit votre photo à l'écran. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est quand je suis en train de faire du chant avec Madame Cousin, chez qui j'habite. Qui ne veut pas figurer sur la photo, voilà, bon, un peu timide. Donc, voilà, donc c'était vraiment la solution la plus économique pour moi. Et puis, il fallait que je sois à Paris parce que j'avais besoin d'aller dans plusieurs conservatoires et c'était vraiment de la facilité pour moi. Donc, voilà. Juste, Jeanne, j'avais oublié de vous poser une question. Est-ce que c'est adapté à tous les étudiants ? Alors forcément, si on est un étudiant qui aime beaucoup recevoir, qui aime organiser de grandes fêtes étudiantes, forcément... C'est pas votre cas, Alina? Non, pas du tout. Non, non, c'est pas le but. C'est pas forcément adapté. En revanche, c'est vrai que si on se prête au jeu de cohabiter avec une personne âgée, qu'on est prêt aussi à passer du temps avec cette personne, forcément c'est la solution rêvée puisqu'on économise quand même pas mal d'argent, notamment à Paris où les loyers sont très élevés. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres solutions aussi alternatives, je pense notamment aux EHPAD, qui mettent parfois à disposition des logements, mais vraiment entièrement à disposition d'un étudiant, et en contrepartie également d'activités. Donc l'étudiant vit dans cet appartement, mais doit se rendre 1 à 2 fois par semaine dans l'EHPAD, aider notamment pour des ateliers de danse. Voilà. Oui, ça ne correspond pas. Vous aviez un profil particulier, alors vous n'êtes pas du genre à faire des fêtes chez Madame Cousin, non? Non, pas vraiment. non, mais ce qui est appréciable, c'est que c'est le partage. C'est quoi l'avantage en fait? Le partage avec la personne déjà, et puis du coup, moi j'avais accès à beaucoup de choses. Après, on sortait, on allait au musée, à des spectacles, je l'emmenais au concert, donc c'est un vrai. Vous payez combien de loyer? Je suis à 150 € par mois.
Ah oui, et elle habite dans quel arrondissement, dans À quel Châtelet. quartier? À Châtelet, donc à côté du Conservatoire de Tout à Paris fait, où elle a vous vraiment- étudiez. Oui, tout à Donc fait. 150 €. Comment vous avez eu l'idée en fait? Vous êtes adressé à la mairie ou directement sur le site? Non, vraiment directement sur le site, je les ai appelés, puis ils m'ont mis en contact avec la famille de cette personne. D'accord. Et vous n'avez pas rencontré plusieurs personnes avant de choisir Madame Cousin? Non, vraiment, c'était... Tout de suite, vous êtes bien tombée. Vraiment, en plus. Et parfois, c'est pas facile quand on a cet âge-là de s'habituer à une nouvelle personne qu'on connaît pas. Ça n'a pas été difficile pour Non, j'avais déjà habité avec une personne alors hors cadre associatif, plus âgée. Et non, vraiment, moi, ce que j'apprécie au contraire, c'est le calme et la richesse des échanges, en fait. Parce que... Et vous prenez vos repas avec elle? Oui, tout à fait. D'accord. Donc le soir, le matin Ça dépend, en fait. C'est pas aussi strict comme ça. C'est comme si vous viviez avec un colocataire. Donc oui, le matin, le soir, le midi même, en fait. Elle a des petites manies Non, pas vraiment. Non. Non. Non, non. Donc vous recommandez? Ah bah complètement. Ouais. Et la famille, pour la famille, c'est aussi, j'imagine, quelque chose de... C'est rassurant. C'est rassurant. Parce qu'il y a une présence qui est là. Alors, elle n'est pas continuelle toute la journée, mais au moins le soir, ils sont rassurés. Oui, on aimerait bien que ces solutions soient ouvertes aux gens plus âgés, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est réservé aux moins de 30 ans, c'est ça? Tout à fait. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées suite à un divorce, etc. Ça peut être bien aussi de la colocation. Est-ce que le Crous propose des solutions de colocation? Oui, on a dans chaque Crous des possibilités de colocation. Donc ça, c'est aux étudiants, lorsqu'ils vont faire leur demande, de bien préciser s'ils souhaitent être logés en colocation. Il y a même des étudiants parfois qui, lorsqu'ils arrivent, se disent je vais être logé avec mon copain ou ma copine. Et donc, du coup... Des petits couples étudiants. Voilà, des couples étudiants, ou alors même pas, des copains, des potes qui souhaitent au final être ensemble. Et donc, ils vont faire leur demande et s'adresser au Crous. Il y a une procédure un peu particulière, mais donc ils s'adressent au Crous et ils peuvent être logés ensemble. Alors, quand même, je connais les chambres du Crous pour en avoir visité quelques-unes. Et c'est compliqué parfois quand il y a des problèmes de cafards, des problèmes de rats, enfin, tous les problèmes que connaissent les locataires. Mais lorsqu'on est au Crous, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Comment ça se passe lorsqu'on a une invasion de cafards dans une chambre du Crous? C'est assez simple. En fait, il y a dans chaque résidence des directeurs d'unités de gestion, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est le vocable Crous. Et donc une sorte de secrétariat de résidence auquel il faut s'adresser. Il faut vraiment ne pas hésiter à solliciter les agents des Crous parce que c'est eux qui sont au contact des étudiants. Souvent, on reçoit beaucoup de messages d'étudiants parce que... Les punaises de lit, les cafards, voilà, les souris. On reçoit beaucoup de messages. Mais nous aussi, on en reçoit parfois aux étudiants. C'est des messages auxquels nous, lorsqu'on n'est pas forcément au contact de l'étudiant, on a du mal à répondre. Donc il faut vraiment que les étudiants ils se dirigent vers les résidences et vers les secrétariats de résidence ou les unités de gestion pour pouvoir demander une intervention au service des hygiènes des Crous. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est vrai que parfois on peut avoir une mauvaise image de ces chambres, mais certaines ont été rénovées en fait. On est vraiment dans un mouvement de rénovation complète des résidences. La ministre s'est d'ailleurs positionnée pour que les résidences qui restent encore à rénover le soient dans les prochaines années. Mais c'est vrai qu'on a un parc qui désormais est de plus en plus neuf et qui est rénové avec des solutions vraiment innovantes. Par exemple, pour les dernières résidences qui viennent d'être construites, des salles de sport, du Wi-Fi, etc. Oui, c'est ce qui manque un peu, j'allais dire, le côté un petit peu vivant. Il y a quelque chose qui pourrait améliorer le logement étudiant, c'est le fait de rassurer certains propriétaires qui peuvent avoir des logements, mais qui sont un petit peu angoissés à l'idée de loger des jeunes, à l'idée d'être pas payés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propriétaires? Comment on peut les rassurer, leur dire, mais non, mais louer aux étudiants? Alors déjà, en règle générale, les étudiants sont de très bons payeurs. Il y a très peu d'impayés chez les étudiants, parce que généralement, ils ont des garanties. C'est souvent leurs parents, en garant physique. Mais même pour ceux qui n'ont pas de garant physique, on propose, et nous, on a des partenaires comme GarantMe, qui est une société, donc une personne morale, une société, qui permettent de dégager des actes de cautionnement pour rendre le dossier du candidat solvable. Donc c'est surtout pour les étudiants étrangers, parce que les garants physiques à l'étranger ne sont pas acceptés. Donc il faut une domiciliation fiscale en France. Et du coup, cette société avec qui on travaille, notre partenaire,
peut dégager cet acte de cautionnement après avoir établi un certificat d'éligibilité. Donc le contrôle du dossier est assez rapide, ils sont très réactifs et ça permet de rassurer non seulement avant le bailleur, là, ça permet de rassurer l'étudiant. Il a un dossier éligible et il peut candidater et si on a ses parents derrière en tant que garant physique, encore mieux. Et il faut généralement une solvabilité qui est à peu près 3 fois le montant du loyer. Xavier Chaville, il y a aussi une garantie de l'État pour rassurer les propriétaires. Oui, tout à fait. Les étudiants peuvent mobiliser la garantie Visale. Et donc ça, c'est très facile à utiliser. Il y a vraiment un dossier qui est constitué sur Internet et l'ensemble des Crous acceptent cette garantie Visale. Et donc là, si le propriétaire, imaginons, n'est pas payé par son locataire, il peut se retourner contre Visale ou Garant'Me si c'est une autre société, c'est ça ? Exactement. En cas de défaut de paiement, il se retourne vers la société. Exactement, oui. Oui, parce qu'il y a des... En fait, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de propriétaires préfèrent louer sur Airbnb leur chambre de bonne ou leur studio plutôt que de loger, loger des étudiants. Donc c'est un petit peu... Est-ce que vous faites des opérations pour persuader les propriétaires de louer leur studio ? Bien sûr, après, ce n'est pas la même cible, parce que les étudiants, généralement, vont louer pour du moyen-long terme. Ça va être entre 6 et 9 mois. Airbnb, c'est plus l'aspect touristique, donc ça va être plus sur des nuitées. Donc là, oui, on va rechercher une garantie, mais après, comme je le répète, ce sont vraiment de très bons payeurs. On a la dernière statistique en 2023, on avait moins de 2% d'impayés chez les étudiants aujourd'hui, parce qu'on arrive à se retourner facilement vers les garanties, justement. D'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. Alina, vous étiez chez vos parents avant ou vous êtes votre premier logement, c'est chez Madame Cousin ? C'est exactement ça. Vous comptez rester combien de temps ? Ça fait déjà 3 ans et demi que j'y suis. Et là, je suis en transition. Je vais aller chez une autre dame parce qu'elle nécessite une assistante médicalisée, donc je ne peux plus y rester. Et ensemble de générations, on a trouvé une autre famille. Donc... Toujours dans le même quartier ? Tout à fait. Donc dans le quartier du Châtelet à Paris. Dans le deuxième, un peu plus loin, mais enfin, ça va. C'est une bonne solution finalement pour vous. Vraiment. Et puis passer par une association, ça permet vraiment d'avoir un accompagnement. On n'est pas laissé. Est-ce que vous avez eu des soucis où justement l'association a pu vous aider à ce moment-là ? Là, en l'occurrence, c'est pas un souci, mais c'est une fin. C'est-à-dire Madame Cousin est un peu trop âgée, commence à devenir dépendante, c'est ça ? Voilà, donc elle nécessite une présence plus importante, on va dire ça comme ça. Là, vous êtes pas là la journée. Vous êtes là la journée ou vous êtes là que la nuit ? Je suis là la nuit et vous êtes là la nuit et le matin. Et ça vous est déjà arrivé qu'elle tombe malade Non. Non, après la famille était là pour s'occuper d'elle aussi, donc elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. D'accord. Est-ce que le Crous justement développe comme ça les logements intergénérationnels dans les EHPAD ? Est-ce qu'il y a toute une réflexion pour justement il y a les logements Crous, bien sûr, on a vu que le ministre prévoyait d'en construire, mais peut-être d'élargir l'offre existante. Alors, on n'est pas vraiment dans cette dynamique-là. Par contre, on propose, vous parliez d'Airbnb tout à l'heure, mais on propose de la location saisonnière qui permet aux étudiants, par exemple, soit pour des vacances, soit pour un stage, de pouvoir disposer d'un logement Crous durant une période donnée. Évidemment, c'est plus facile pour cette période d'être en dehors de l'année universitaire, mais à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août, on a la possibilité de faire du logement court, c'est-à-dire de la période courte de location, en fait. Donc ça va permettre, par exemple, à un étudiant d'avoir un logement pendant sa période de stage. Par exemple, ça peut être ça, ou un étudiant qui habite à Lille et qui souhaite aller à Nice pour quelques jours, il a cette possibilité de réserver un logement Crous durant cette période. Bon, on sait qu'avec les JO, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de propriétaires qui préfèrent... je sais que beaucoup de propriétaires préfèrent garder leur logement plutôt que de le louer à des étudiants, en se disant on va faire beaucoup d'argent. Vous le voyez déjà, cette tendance ? Alors, pas forcément, parce que nous, sur notre portail, il y a forcément 1 mois de vacances par an. C'est au moment où l'étudiant part des lieux et le nouvel étudiant rentre dans les murs du même appartement. C'est généralement pendant l'été. Ça peut être au mois de Oui, c'est le moment où ils rentrent chez leurs parents. Et là, comme les Jeux Olympiques tombent pendant cette période-là, donc ils vont peut-être passer par Airbnb ou d'autres solutions de nuitée pour loger les touristes. Mais il n'y a pas des propriétaires qui se disent « je ne veux pas louer mon appartement
toute l'année parce que je prévois de le louer pendant les Non, vu la les durée JO. des Jeux Olympiques, non, ça ne va pas changer grand-chose sur la durée. La haute saison pour les étudiants commencerait à la rentrée. Hein. C'est en vraiment, septembre. voilà, les recherches de logement débutent au moment des résultats de Parcoursup, au moment des résultats du baccalauréat. Donc là, c'est à ce moment-là où les jeunes se positionnent sur des logements, donc en fonction de leur rentrée, que ça peut être septembre ou octobre. Mais ça ne change rien ce mois de vacances, au moment des JO, hein, du coup, au mois de juillet. Au mois de juillet et première semaine d'août. Voilà, donc, Il y a une solution qu'avait proposée Emmanuel Macron, ce serait de développer des formations dans des petites villes de province où les loyers sont plus bas. Est-ce que vous... Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'écoles de commerce, d'ingénieurs, qui développaient des bachelors dans des petites villes, dans le sud-ouest, etc., dans le midi, où évidemment les loyers ne sont pas aussi élevés qu'à Paris. Est-ce que vous le remarquez déjà, oui, cette tendance? Forcément, il y a des villes plus tendues que d'autres, mais il y a des villes qui restent quand même très attractives, qui sont un peu plus petites que Paris, hein, forcément, mais qui restent très attractives, parce qu'il y a pas mal d'infrastructures qui naissent destinées aux jeunes, donc des nouvelles écoles, voilà, des nouvelles formations. Est-ce qu'il y a des villes comme ça qui émergent, qui commencent à Voilà, et émerger? on voit que la demande s'accélère en fonction de l'offre. Donc il y avait des villes qui étaient en souffrance. Tours, voilà, comme Amiens, Valenciennes, Tours, exactement, Metz. Roubaix, même avec il y a Voilà. pas mal d'écoles de commerce, hein, on a les DEC. Nous. C'est ça. Nous, on le voit sur les villes, voilà, Amiens, un peu dans le nord, hein, qui pêchent un petit peu, qui ont beaucoup plus d'offres que de demandes. Mais là, dans des villes de cette taille-là, hein, comme Tours, comme Orléans, comme Clermont-Ferrand, on voit l'augmentation de la demande, donc, ce qui est rassurant pour les bailleurs. Et du coup, ça donne, on va dire, une dynamique de construction, des nouvelles résidences privées qui naissent, donc des solutions pour les jeunes dans ces villes-là. Et moi, j'ai vu qu'il y avait une petite tendance aussi, c'est les colocations écolo. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, est-ce que vous n'avez pas des amis qui... Oui, si. Ça vous parle? Tout à fait. qui font des... Alors maintenant, il y a des sites de colocation écolo pour des jeunes qui partagent les mêmes désirs. Je ne sais pas si vous vous adaptez à ce genre de demande. Alors oui, on peut. Nous, on travaille aussi étroitement avec les écoles où on leur propose des plateformes en marque blanche pour orienter leurs propres étudiants vers des annonces dans un rayon de 5 km autour de leur campus. Et chacun crée son profil et forcément, il faut qu'ils aient les mêmes hobbies, il faut qu'ils aient les mêmes passions. Il ne faut pas mélanger un festif de quelqu'un qui est avec un rat de bibliothèque. Voilà, qui est non-fumeur d'un fumeur. Enfin voilà, tous ces critères-là sont importants pour que la colocation soit réussie et surtout que l'étudiant trouve toute sa concentration puisque l'objectif, c'est de réussir ses études. Oui, c'est vrai que je le vois, par exemple, nous on suit beaucoup les écoles de commerce et souvent les étudiants ont accès à ces sites particuliers et en fait c'est des marques blanches, c'est vous qui gérez derrière. Voilà, c'est ça. Donc nous on travaille à peu près avec 200 campus en France où on développe ces plateformes-là, on référence les annonces dans ce rayon de 5 km. Puis c'est rassurant, les propriétaires se disent je le loue à un étudiant de telle école. Ça rassure surtout les parents, parce que généralement c'est les parents qui accompagnent souvent leurs enfants dans la recherche du logement et donc quand l'école leur dit nous on a une solution de logement autour de la ville, ça rassure parce que généralement pour le bien-être de l'étudiant, il ne faut pas qu'il fasse plus d'1 heure de transport par jour pour atteindre son campus. Vos parents habitent loin de Paris? En banlieue. En banlieue. À côté de Saint-Germain-en-Laye. Ah oui, c'est loin quand même. Hein. C'est direct par le RER A. Oui, donc pour attendre les autres arrondissements, c'est pas la même chose. Puis c'est plus sympa de vivre à Châtelet dans un appart. En face de la conciergerie, c'est très en face de la conciergerie plutôt que, même si Saint-Germain-en-Laye c'est très joli, mais là au moins vous pouvez même aller au spectacle. Enfin, j'imagine que vous faites des spectacles le soir aussi. Parce que vous êtes chanteuse. Tout à fait, oui, chanteuse lyrique. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être... J'avais une dernière question, il nous reste quelques minutes. Il existe des résidences étudiantes, mais il existe aussi des internats pour les étudiants. Je pense à tous les étudiants qui sont en classe préparatoire. Il y a l'internat de la rue Blanche, dans le 16e, qui est aussi géré par le Crous. Est-ce que vous développez ces internats au sein des écoles? Alors non, pas du tout. C'est vrai que le plus souvent, les internats sont gérés par les établissements, notamment les établissements, les établissements de prépa. C'est pas Janson de Sailly, exactement. Henri IV, ça c'est l'établissement. Et puis il y a des internats qui
qui loge uniquement des élèves de prépa, par exemple. Mais alors, on n'est pas encore dans cette démarche-là. On est vraiment sur de la résidence étudiante classique qui permet de mélanger en fait l'ensemble des étudiants. Donc, et pas forcément avec une dominante que de l'école. Que des prépas, Voilà, comme exactement. ce que vous proposez, c'est-à-dire une seule école. C'est un Oui. peu la tendance, d'ailleurs. Les gens ne veulent plus se mélanger, finalement. Alors, il peut y avoir des résidences, universitaires qui sont à proximité d'une Oui, école. qui se réservent pour Et là, Nanterre, pour par le coup, exemple. on se retrouve effectivement avec une majorité d'étudiants de l'école. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Alina. Merci Merci à vous. Xavier. Merci William Vieillard. Je ne vais pas oublier votre nom. Et puis, bien sûr, Jeanne Patureau et Cécile à la programmation. Merci et à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'École.